Dans la peau de, un podcast de Fabienne Prost. Dans la peau d'une conteuse écrivaine, Patricia Gaillard. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'univers d'une conteuse que j'ai connue il y a quelques années dans le Jura. Et c'est toujours une joie de s'immerger dans son monde. Je vous propose donc de plonger dans sa petite fabrique de contes. Elle nous dévoile quelques-uns de ses secrets. Bonjour Patricia Gaillard. Peux-tu nous retracer ton parcours de conteuse ? Alors, mon parcours de conteuse, je ne peux pas en raconter la totalité parce il y a trop de détails, disons. Mais disons que il m'est apparu, je devais avoir 45 ans à peu près, il m'est apparu que j'étais conteuse. Voilà, comme une évidence. Voilà. Parce que c'est vrai que les contes, ma mère m'en racontait, enfin elle m'en lisait le soir quand j'étais toute petite. Et après, comme la plupart des gens, j'ai abandonné ces contes parce que je croyais que ça faisait partie de l'enfance. Oui. Mais malgré tout, dans ma bibliothèque, il y avait toujours des livres de contes, des régions, des choses comme ça. Et j'ai gardé le lien finalement. D'accord, Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que j'étais conteuse, dans l'âme. Voilà. d'accord. Et à partir de là, j'ai fait ce qu'il fallait faire pour essayer de le devenir dans la Hmm. réalité, quoi. Hein. Oui, d'accord. Donc, auprès de qui tu as appris ? Il y a une seule personne avec qui j'avais envie de travailler, c'était Henri Gougaud. D'accord. Donc, je lui ai envoyé une lettre à la suite de la lecture de son roman Les 7 plumes de l'aigle. Je lui ai écrit, et c'est lui, en fait, qui m'a invité à venir à son atelier sans que je le lui demande. Waouh. Donc voilà, c'est un atelier qui se déroulait tous les 15 jours à Paris, un samedi. Mhm. J'y suis allée pendant 3 ans. Et suite à ça, tu as pu démarrer ton parcours de conteuse. C'est-à-dire que c'est presque un hasard aussi, parce que j'ai été entendue par un directeur de festival qui m'a engagée, et Hmm. plusieurs directeurs de festival ou directrices, bien sûr, de festival m'ont engagée, puis ça a démarré comme ça, d'un jour à l'autre. Je ne savais même pas Hmm. combien demander, ni par quelle structure passer pour me faire payer. C'était l'affolement total, quoi. Qu'est-ce que tu as trouvé de nourrissant dans le conte ? Alors, eh bien, moi, je pense que le conte m'a nourri dès ma naissance, en fait, et puis il me nourrit encore. Voilà, Hmm. c'est mon père, probablement. L'autre, je ne l'ai pas eu, mais celui-ci, je l'ai depuis toujours. Hmm. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans les contes. Hein. C'est Hmm. vrai qu'on ne peut pas résumer ça en quelques minutes, mais je pense que le conte. Alors, déjà, on dit que le conte merveilleux, c'est déjà ce qui m'intéresse le plus. Le conte merveilleux, c'est un conte dans lequel il se passe un miracle, quand même. Hein. Hmm. Il y a l'intervention des êtres venus de l'ailleurs, sous la forme qu'on connaît, des nains, des fées, etc. Et ce sont ces contes-là qui, personnellement, m'intéressent. Les autres sont très, très intéressants aussi, mais moi, je ne m'intéresse qu'au conte merveilleux. Et le conte merveilleux est, dit-on, enfin du moins c'est Henri Gougaud qui disait ça, des vestiges d'anciennes mythologies perdues. Hmm. Donc moi je pense que les contes et les mythologies sont des espèces de sagesse des premiers temps de l'humanité et Hmm. qui perdurent en fait, D'accord. qui perdurent. Des paroles qu'on ferait bien d'écouter un peu plus d'ailleurs. On n'en serait pas là. Tout simplement, on n'en serait pas là si chacun écoutait les paroles des mythologies et des contes qui nous rappellent sans cesse ce que c'est qu'être humain, quoi. Voilà, et voilà ce qui m'intéresse dans le conte. D'accord. Aimes-tu compter devant des publics ? Alors, Compter ? je n'aime plus compter devant un public. Voilà. D'accord. Voilà, je suis passée dans un autre temps de ma fonction de conteuse. Hein. D'accord. Je préfère écrire, je préfère mettre des posts sur mon blog qui est bien visité. Je préfère avoir des élèves parce que les gens viennent travailler le conte avec moi et ça, je trouve ça absolument passionnant de transmettre un peu Hmm. ce que j'en sais et ce que j'en pense. Hein. Mhm. C'est passionnant, c'est très intéressant. C'est drôle, je n'en ai plus besoin et je pense que le conte n'a plus besoin de ma bouche, quoi. Voilà. Hmm. Il y en a Euh, d'autres. hmm. Qu'est-ce que tu aimes transmettre à travers le conte ? Alors, déjà la subtilité qu'il y a entre le conte écrit et le conte oral. Je D'accord. crois que quand les gens viennent travailler le conte avec moi, c'est la part la plus difficile en fait. Hmm. Le conteur qui a réussi à passer par cette difficulté, il arrive à tout, quoi. Voilà. Cette difficulté
Est-ce qu'il faut écrire un conte? Est-ce qu'il faut le travailler, non, non pas dans l'écriture, mais à l'oralité? Euh, Tout ça, c'est la part la plus décisive, en fait, je dirais, hein. D'accord. En fait, pour ce qui est de l'écriture à proprement parler, j'ai toujours écrit. Sans parler d'écriture du conte, mais l'écriture tout court. Depuis tout temps, je me souviens avoir écrit mes impressions, mes émotions, etc. Mais c'était des choses inabouties ou très courtes, hein. Mhm. Par contre, quand je suis arrivée donc, sur mon chemin de conteuse, la question se posait pour moi, écrire ou travailler à l'oral. Mais très vite, j'ai compris que travailler à l'écrit, ça bloquait l'oral, en fait. Oui, oui. Parce que quand on écrit un conte, on pense devoir le donner tel qu'il est écrit, alors que ce n'est pas ça du tout. Mhm. En fait, il faut faire une écriture orale. Et personnellement, la meilleure écriture orale que j'ai pratiquée, c'est la marche. Ah, J'avais ma trame en tête, je savais ce qui devait se passer dans l'histoire, hein, mhm. et je partais marcher. Et cette espèce de régularité de la marche, c'est un truc un peu chamanique, quoi. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, les contes merveilleux, on les appelait autrefois la philosophie de Rouet, parce que Ah, c'était les fileuses qui racontaient les contes merveilleux. d'accord. Et les fileuses, justement, en travaillant au Rouet, avaient cette espèce de régularité du bruit, enfin, Mhm. et ça les mettait dans un état qui leur faisait raconter des contes merveilleux, D'accord. qu'elles Mhm. connaissaient, bien sûr, qui ne tombaient pas du ciel non plus, mais quand Mhm. même, c'était le moment de les raconter, quoi. Le fait d'être dehors, parmi les arbres, dans la nature, eh bien, le conte se construit, mais oralement, quoi. D'accord. On se Mhm. raconte l'histoire. Et on entend ce qui ne va pas, ce qui va, etc. Voilà. Et c'est le meilleur moyen. Moi, j'ai passé des heures et des heures à marcher pour Mhm. travailler mes histoires. Je me les racontais des centaines de fois. Voilà. Au point Mhm. de les posséder tellement que même quelque chose qui se passerait dans le public, un bruit, un téléphone, etc., ne me décollait pas de mon compte. D'accord. Voilà. Mhm. J'y étais chez moi, dans tous Mhm. les recoins, quoi, hein. Et c'est ça, il faut être chez soi dans un conte. Et pour ça, il faut se l'être raconté pendant des heures. Mhm. Enfin, moi, c'est ma manière de faire, hein. C'est la manière de C'est faire. Mhm. voilà, voilà. Mais à la fois, tu as travaillé avec des éditeurs et tu as créé, par exemple, les contes et légendes du Jura ou les contes et légendes d'Alsace, qui Oui. sont des contes écrits. Mon répertoire de contes, de conteuse, hein, Mm. j'ai un ami, Édouard Brazet, qui était d'ailleurs avec moi à l'atelier d'Henri Gougaud à cette époque, qui aimait beaucoup mes contes et qui avait entamé une collection au Pré-aux-Clercs de livres de contes et il m'avait Mm. demandé d'y participer. J'avais donc écrit La Belle au bois et autres histoires, Mhm. qui était mon répertoire de conteuse, donc mon répertoire de D'accord. contes merveilleux. Et D'accord. il m'avait donc demandé d'en faire une trace écrite, ce que j'ai fait sans difficulté, puisque j'ai utilisé Mm. mon conte oral et j'ai encore un peu rajouté de la littérature, je dirais, Oui, voilà, oui, oui. pour le livre. Mm. Et après, c'est une directrice de collection des éditions de Boré qui a lu ce livre, qui a beaucoup aimé, qui m'a contacté pour que je réécrive le répertoire des contes du Jura. Mm. Voilà. Et après, l'édition a aimé mon travail du Jura. Ils m'ont demandé également de faire mes contes et légendes d'Alsace. Mm. Puisque je vis dans le Jura, mais je suis née en Alsace. Mon Ouais. répertoire, c'était les grands contes merveilleux, connus, les plus connus en fait, parce que D'accord. c'était un peu un défi. Parce que Mm. les contes connus, on les connaît d'où? On les connaît surtout de Walt Disney. Oui, c'est vrai. Voilà. Et donc, l'imaginaire des gens était un peu emprisonné dans les films, dans les images et dans les Mm. versions de Walt Disney. C'est ce qu'on fait sans cesse, nous les conteurs, on met la version des autres de côté et puis on place la sienne, quoi. D'accord. Hein. Alors, est-ce que tu peux me rappeler en fait qu'est-ce qu'un conte merveilleux par rapport à d'autres contes? Alors un conte merveilleux, c'est toujours un personnage quelconque, souvent le plus petit, le plus moche, le plus simplet, etc., ou le plus pauvre, qui part en quête de quelque chose d'impossible. Mm. Et puis en fait, il persiste, il insiste, et à un moment donné, soit il se décourage, soit il demande très simplement l'aide de quelqu'un. Et du coup, arrivent les personnages de l'autre monde, justement, les Mm. esprits de la nature, le petit peuple, les fées, etc., pour l'aider, parce que seul, il ne peut pas.
Hmm. Par contre, avec eux, il peut. Il lui D'accord. donne soit une arme magique, soit il l'accompagne, soit il lui donne des dons Hmm. avec lesquels il peut arriver au bout de sa quête. Et ça, c'est extraordinaire. Et en fait, moi, je pense que nous avons en nous des forces cachées, ignorées, inconnues, Hmm. euh, auxquelles nous pouvons faire appel. Et je pense que ces contes, c'est ce qu'ils nous disent. Il y a en vous des forces plus grandes que vous. Il suffit de leur demander de l'aide pour arriver Hmm. à nos fins. Et moi, je suis convaincue que le conte, c'est ce qu'il nous dit et que c'est simplement ce qu'on devrait appliquer, quoi. Alors, Oui. c'est pas si simple, hein, mais Est-ce qu'il y a une voilà, dimension spirituelle aussi, alors, finalement, dans le conte? tout à fait, tout à Hmm. fait, tout à fait. Déjà, un conteur, eh bien, il reçoit Dieu et diable tous les jours dans sa maison, parce que Hmm. dans les contes, il y a toujours le bien et le mal. Hmm. Et il ne faut pas éliminer l'un au profit de l'autre. Les deux sont là, comme sur la terre, hein. Le mal Hmm. et le bien sont là. Mais à un moment donné, il faut faire un choix, hein. Hmm. Et le personnage, c'est ce qu'il fait finalement. Il fait un choix. Et je pense que par là, les contes sont effectivement spirituels parce que, en même temps, ils nous proposent de ne pas juger le bien Hmm. et le mal. Hmm. Ils entrent dans l'histoire, il faut les laisser dans l'histoire. Il ne faut pas embellir l'un, euh, rendre l'autre plus laid, etc. Non, non, non. Le conte les reçoit, il faut les y placer et les respecter, en fait. Parce D'accord. que si le mal n'était pas dans l'histoire, le bien ne pourrait pas avoir la place qu'il a, Hmm. hein, et la fin ne pourrait pas être la même. Et il n'y aurait pas de rêve, dirais-je presque, hein, de rêve de réussite et d'accomplissement. L'accomplissement ne serait pas nécessaire s'il n'y avait pas le mal, Oui. hein. Et donc, dans les contes, le mal a sa place et doit la garder. Hmm. Et il faut savoir être très juste et laisser la place aux deux. Ensuite, euh, spirituel, oui. Par exemple, dans les contes, justement, dans les contes merveilleux, quand il y a un mariage à la fin Hmm. entre la princesse et le prince, etc., des images très sucrées, très roses, Oui, oui. qui, justement, sont très mises en valeur par Walt Disney. En fait, ce n'est pas un roi et une reine, ce n'est pas un prince et une princesse, c'est soi-même avec soi, hein. Oui. Voilà, donc la part de soi consciente avec la part de soi inconsciente, hein, qu'on ne D'accord. connaît souvent pas et qu'on gagne à connaître et qu'il faut chercher. Et donc Oui. le conte, c'est le mariage entre le prince et la princesse, ou le roi et la reine, c'est l'image de l'accomplissement personnel, en fait. D'accord. Finalement, là, on a aussi une dimension un peu psychanalytique du Mais conte. Ah. bien entendu, et là, évidemment, je citerai l'incontournable Carl Gustav Jung Oui. et son assistante Marie-Louise von Franz, qui ont écrit de nombreux ouvrages sur les contes et les mythologies qui sont absolument passionnants. C'est vrai que ce dont je parle là, c'est la face intellectuelle de la conteuse, en Oui. fait. Tout ça, je le mets sous clé. Ce n'est pas l'intellect qui prépare une histoire. Ce n'est pas l'intellect qui raconte une histoire. C'est Hmm. le cœur et le ventre, hein. L'intellect n'a rien à faire là. Il faut savoir le fermer. Et quand je prépare une histoire, tout ce que je sais du conte, je le laisse de côté, ça n'a pas sa place. Il y a la trame, le Hmm. squelette, et il y a la chair, c'est-à-dire l'écriture et tout ce que celui qui l'a écrit en a dit, hein, Hmm. ou a eu besoin d'en dire, ou a désiré en dire. Mais être conteur, c'est faire sa propre version d'histoire tout en respectant la trame. Donc on prend Hmm. ce squelette d'os et on met autour notre propre chair. Hmm. Et on a tous une banque de données personnelles qui vient de notre vécu, de nos souvenirs, de tout ce qu'on a vécu, de bien et de mal, d'ailleurs de bon et de mauvais, hein. Hmm. Tout est utile. Et C'est vrai. donc, du coup, on travaille l'histoire avec ça, avec qui on est, tout simplement. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu écris aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'écris ce qui me vient. Voilà, Mhm. tout simplement. Ce ne sont pas forcément des contes. Ce sont des fois de très courts romans, qu'on peut appeler des nouvelles, par exemple, Mhm. ou comment dire, des mini pièces de théâtre qui mettent en scène des personnages un peu surprenants, euh, à qui il arrive des choses surprenantes. Voilà, j'aime Mhm. bien surprendre, hein, D'accord. mon public.
Hmm. Donc là, par exemple, en ce moment, je suis en train de préparer un ouvrage où je donne la parole au corbeau. D'accord. Parce que le corbeau, on en dit tant de choses, bonnes Hmm. et surtout mauvaises, Surtout mauvaise. mais on ne lui a jamais demandé de parler et de dire ce qu'il ressentait, ce qu'il pensait, ce qu'il est, etc. Donc je donne la parole au corbeau. Ton dernier ouvrage? Mon dernier ouvrage s'appelle Idulphe et Griselda, et c'est l'histoire d'une femme allemande qui a vécu la guerre et qui en a été très marquée parce que, évidemment, Hmm. pour plusieurs raisons, et qui vit toute seule et qui rencontre un nain, un vrai nain, un nain des contes, avec son petit Hmm. chapeau pointu. Hein. Hmm. Et il est surpris parce que c'est la première fois qu'un humain le voit. Et D'accord. donc il y a une amitié qui se tisse entre ce nain et cette femme, et ils partent en voyage parce qu'ils ont une question à poser aux dieux, quoi. Hmm. Alors voilà, ils partent tous les deux avec toute une tripotée de personnages imaginaires du monde entier D'accord. pour poser une question aux dieux, voilà. Mhm. Et pour moi, c'est passionnant. C'est Hmm. absolument passionnant de suivre la vie comme ça de personnages imaginaires, enfin, qu'on pense imaginaires, mais allez savoir, peut-être Hmm. que, hein, Ouais. symboliquement, ils sont peut-être très présents dans notre monde, hein, sûrement même. Hmm. Est-ce que tu vas chercher aussi tes contes dans le patrimoine mondial, en fait? Pas tellement, parce que je trouve que depuis quelques dizaines d'années, c'est une mode d'aller Hmm. chercher les contes de partout. Alors c'est très bien, ils sont très beaux, hein, mais Ouais. n'empêche que moi qui ai des collègues de toutes les nationalités du monde, Hmm. eh bien, quelqu'un qui parle du désert, il faut qu'il sache ce que c'est que le désert. Oui, oui. Moi, si je parle du désert, vous ne le verrez jamais. Hmm. D'accord. Mon collègue Djihad Darwish, il parle du désert, on sait ce que c'est. Voilà. Hein. D'accord. C'est quand même. Il faut que les odeurs, les impressions, il faut que tout ce qui habite une terre soit présent dans le conteur. Hmm. Et donc, du coup, moi, je peux raconter les forêts alsaciennes ou même françaises, européennes, évidemment. Hein. Hmm. Mais je peux raconter les forêts, je peux raconter les prés, les champs, les Hmm. maisons de pierre de taille, les choses comme ça. Mais je ne peux pas raconter le désert. Donc, je me suis jamais. J'en ai lu beaucoup, j'en ai Hmm. beaucoup écouté, bien sûr, parce qu'ils sont magnifiques. Mais par contre, je ne raconte que des contes D'accord. Hmm. de mes racines, qui sont Intéressant. européennes. Patricia nous offre un moment de conte. Donc, c'est l'histoire un roi qui vit dans un château et qui règne, bien sûr, sur son royaume, assis sur son trône. Son trône est dans une grande salle, la plus grande salle du château. Et tous les jours, tous les matins, la porte s'ouvre en grinçant, la grande porte en bois du château, et un mendiant encapuchonné entre. Il traverse toute la salle du château, il arrive devant le roi et il lui tend un fruit. Le roi accepte tous les cadeaux de ses sujets. Donc il prend le fruit et aussitôt l'homme repart. Et le roi prend le fruit. Pour un roi, qu'est-ce qu'un fruit, hein? Alors il regarde son Premier ministre qui est toujours debout derrière lui et il lui tend le fruit. Pour un Premier ministre, qu'est-ce qu'un fruit? Et derrière le Premier ministre, il y a un grand trou rond dans le mur qui donne sur un cachot qu'on n'utilise plus depuis longtemps. Et le ministre, pop, il envoie le fruit dans le cachot. Et tous les jours, cette espèce de mendiant revient, rouvre la porte, traverse la salle, donne un fruit au roi. Le roi accepte le fruit. Le mendiant s'en va, on entend la porte se refermer. Le roi donne le fruit au ministre qui le jette dans le cachot. Ça dure comme ça des jours et des jours et des milliers de jours. Et un jour, le roi, sur son épaule, il a un petit singe. Tu sais, ces petits singes Ouais. tout petits, rigolos, avec vêtements rouges, un petit chapeau sur la tête, un peu farceur comme ça, Hmm. facétieux. Hein. Il est sur l'épaule du roi et le mendiant entre. Il traverse la salle du château et il tend le fruit au roi. Et le roi n'a même pas le temps de prendre le fruit que le singe se jette dessus et il commence à le croquer. Le mendiant s'en va, la porte se referme et le roi regarde son singe et il regarde le fruit. Et dans le fruit, il voit
une énorme émeraude. Il regarde son ministre et il lui dit « Qu'as-tu fait de tous les fruits que je t'ai donnés pendant tout ce temps que ce mendiant est venu m'offrir des fruits ?» Et le ministre, un peu rougissant, un peu gêné, montre le trou dans le mur et il montre le trou et il fait un signe pour dire que c'est par là qu'il a envoyé tous les fruits. Et le roi lui dit « Descends au cachot ». Et le ministre descend les nombreuses marches qui amènent au cachot, dans les souterrains. Il entre dans le cachot et il voit une montagne de moisissures autour de milliers et de milliers de pierres précieuses de toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Il remonte et il dit ça au roi. Et le roi lui dit « Tu peux tout garder. Moi, j'ai compris. » Et ce roi a compris en fait que ce mendiant, c'était la vie. La vie qui nous offre chaque jour un fruit. Mais qu'est-ce qu'un fruit? Qu'est-ce qu'un jour? Pas grand-chose. On ne pense pas à manger le fruit pour voir la pierre précieuse qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Merci, c'est très joli. Ouais. Oui, Voilà. c'est presque un court, petit conte philosophique. Hein. Tout à fait, hein, ce qu'on appelle un conte de sagesse. D'accord. Ils sont souvent courts et disent beaucoup de choses. Merci beaucoup, Patricia. Patricia a de multiples talents. Elle conte, elle enseigne le conte, elle écrit. Si vous voulez découvrir pas à pas son univers, je vous conseille d'aller sur son blog Ma Terre à Histoire. C'est patricia-du-6 Gaillard conteuse sauvage du merveilleux.com, où vous pouvez retrouver sa jolie écriture, des posts, ses livres, etc. On peut les lui commander par ce biais. Ce podcast se termine. Vous allez pouvoir le retrouver sur ma chaîne YouTube, sur les plateformes de podcast et un mercredi soir à 19h30 sur Radio Occitanie. Suivez les liens dans le descriptif. À bientôt pour de nouvelles rencontres.